je sais pas, en Chine ou je ne sais pas où, même en Algérie, bah, si vous êtes sur un Gmail, donc vous êtes obligé de passer par, je sais pas, Gmail, où est-ce qu'il est hébergé, et combien de pays ça va traverser. Nous, on est relié à l'Espagne, on est relié peut-être à la France, etc. Donc, vous voyez un peu tous les pas qui vont être faits. Bah, il n'est pas question de faire euh, des pas inutiles, donc il va falloir essayer de trouver le chemin le plus court pour transmettre le message. Donc, on n'est pas tous reliés directement au serveur de Google. Si vous avez un message qui est sur Gmail, quand vous êtes en train de l'écrire et vous devez l'envoyer ou vous devez le sauvegarder, votre message, il part d'Algérie, bah, il va passer par un autre pays qui nous relie vers Internet. Je ne sais pas si c'est la France, l'Espagne ou peut-être autre chose, l'Italie, ou je ne sais pas. Donc, il va choisir un des chemins. Après, de la France, je ne sais pas, ensuite, c'est peut-être pas relié directement à Google, il va passer par l'Allemagne ou je ne sais pas où, l'Irlande, etc. Donc, dans tout ça, il y a plusieurs chemins possibles. Les routeurs vont essayer de choisir le chemin le plus court. Donc, l'algorithme de Dijkstra, il faut savoir qu'il est implémenté dans pas mal d'algorithmes de routage. Euh, Sinon, je vous ai parlé aussi de l'application que vous avez tous sur vos smartphones, c'est Google Maps. Donc celle-là aussi, si vous devez choisir un itinéraire, bah, elle essaye de vous choisir l'itinéraire le plus rapide ou le plus rapide en termes de temps, parce que si vous êtes connecté à Internet, elle peut même voir un peu le temps que vous allez passer. Donc au lieu de calculer en termes de distance, elle regarde là où il y a des embouteillages, elle estime le temps que vous allez mettre dans cet embouteillage et elle vous donne l'itinéraire le plus rapide, donc en termes de temps. Donc elle peut ne pas vous faire passer, elle peut vous faire éviter des embouteillages. Donc, mais tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire pour nous, le poids, ça peut être la distance, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, etc. Donc le poids qu'on associe aux arcs, c'est juste, ça dépend de notre objectif, ça dépend de ce qu'on veut optimiser. Si on veut optimiser de l'argent, ben, on essaye de voir le coût de transport. Si on veut optimiser le temps, on va regarder les délais de transport. Si on veut optimiser le trajet, donc on regarde la distance. Donc voilà. Le dernier algorithme qu'on va voir, mais celui-là, je ne vais pas dérouler, mais je vais juste faire un petit passage dessus, mais on va le voir en TD. Donc c'est l'algorithme de Bellman-Ford. C'est un algorithme un peu plus complexe par rapport aux deux premiers. Les deux premiers, d'abord, ils sont beaucoup plus simples à comprendre sur le plan pédagogique. Ils sont beaucoup plus simples à implémenter et ils sont plus efficaces en termes de calcul. C'est-à-dire, on a vu que leur complexité, c'est en O de N2, ça veut dire c'est le carré de la taille de notre. En fait, quand on écrit ça, ça veut dire que c'est le temps maximum. Hein, c'est-à-dire, au pire des cas, on va faire un temps qui va être le carré de la taille du problème, c'est-à-dire le nombre de sons. L'algorithme de Bellman, il est plutôt en O de N3, c'est-à-dire N puissance 3. Donc il est un peu moins performant, mais il a l'avantage de détecter les cycles ou les circuits absorbants. Donc l'algorithme de Bellman permet de trouver le plus court chemin partant d'un sommet S égale à x0 dans un graphe, même si celui-ci comporte des circuits et détecte la présence des circuits absorbants. Donc c'est ça l'avantage de cet algorithme. Donc à chaque sommet X, on veut associer un chemin de poids optimal joignant la source S appartenant à X à X. L'algorithme consiste à calculer dkx correspondant au plus court chemin entre S et X comportant au plus k arc. Donc en fait, dx de 0, c'est quoi en fait? C'est pour aller de X pardon, pour aller de S à X en passant par 0 arc, bah, vous êtes d'accord avec moi, pour le sommet S, ça va être 0. Et pour tous les autres, je ne peux pas aller vers un autre sommet avec 0 arc, donc c'est plus l'infini.
À partir de là, je vais essayer de calculer dxk, donc de manière itérative, dxk, qui est égal au minimum entre dxk moins 1 et le minimum entre, le minimum encore, entre dy k-1 plus p de yx pour tous les sommets y appartenant à gamma plus, non, gamma moins. Gamma moins ici. Voilà. Gamma moins. Donc, désolé, je vais être obligé de corriger de préférence. Minimum optimaux, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'est pas parti vers les chemins optimaux. C'est celui-là. Voilà. Je me suis trompé. En principe, c'est vers la fin. Ici, c'est gamma moins. Voilà. Donc voilà l'algorithme un peu. Bon, je vais peut-être pas vous le lire en détail. Et malheureusement, je ne pourrai pas le. euh, bon, on peut le lire, mais il consiste. Vous voyez déjà ici que euh, pour k allant de 1 à n, donc ds0 égale à 0, dx0 est égal à plus l'infini, donc c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure. Et pour k allant de 1 jusqu'à n-1, et pour chaque arc, en fait, quand on dit pour chaque arc x, y, donc ça veut dire que c'est une boucle, deux boucles imbriquées. C'est pour ça qu'il est, en fait, il y a trois, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que deux boucles imbriquées, mais ici, en fait, il y a trois boucles imbriquées. Pour chaque arc x, y, donc les arcs, ça veut dire que je parcours la matrice, en fait, donc c'est n fois n, d'accord? Donc, if d de y est supérieur à d de x, en fait, c'est l'interprétation de l'équation qui est là, hein, tout simplement. Euh, donc, si c'est supérieur, donc on fait la mise à jour, c'est pareil, et on va faire opt de y égale à x, etc. Et pour chaque arc, si d de y est supérieur à ceci, alors on dit qu'il y a existence d'un circuit absorbant. Donc voilà à peu près l'algorithme. Bon, on peut facilement l'implémenter, enfin, on n'a pas besoin de trop comprendre comment il fonctionne. Mais en fait, pourquoi je n'insiste pas trop là-dessus, c'est qu'on va le dérouler dans le TD, donc pour ne pas perdre beaucoup de temps en cours. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour ce qui est pour déterminer des chemins de coût minimal. Il reste juste à vous dire que si je cherche le chemin de coût maximal, c'est-à-dire jusque-là, on a toujours regardé, on a essayé de déterminer ou de calculer ou de trouver le chemin de coût minimal. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on on veut un chemin de coût maximal? En fait, il y a deux méthodes, il y a deux façons de faire. Alors, soit on adapte les algorithmes, tout simplement. Donc, quand j'ai un algorithme comme celui-là, par exemple, on va reprendre celui-là. Donc, si je veux adapter cet algorithme pour chercher le chemin de coût maximal, donc vous êtes d'accord avec moi que je vais initialiser ici à 0, mais pi de x, je dois l'initialiser plutôt à moins l'infini au lieu de plus l'infini. Et après, ici, au lieu de mettre min, je vais mettre max.
Et après ici, au lieu de mettre supérieur, je vais mettre inférieur. Donc voilà un peu l'adaptation de l'algorithme. C'est ce que je veux dire ici par euh, en adaptant les algorithmes de recherche du plus court chemin. Donc si je veux calculer le coût maximal, donc j'adapte l'algorithme dans l'initialisation, dans les comparaisons. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur. S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce que Oui. les algorithmes de Bellman et de Dijkstra sont les algorithmes les plus efficaces pour la recherche de chemin? Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, celui-là, il est en O de n puissance 3. Ça veut dire que le temps d'exécution, il est proportionnel à un polynôme de puissance 3, De troisième degré. troisième Oui, mais degré. dans la théorie, est-ce qu'il n'y a pas y a pas d'algorithme plus efficace que Ah, celui que de cela. Dijkstra? Non, non, en fait, je vous disais que Dijkstra, c'est le plus utilisé. Maintenant, est-ce qu'il y a plus? Bon, vous pouvez trouver dans la littérature peut-être plus rapide, mais bon, je crois que, bon, je peux pas vous dire comme ça, hein, la recherche continue, hein, c'est- les algorithmes de la littérature les plus classiques, les plus étudiés sont ces trois-là. Mais il y en a D'accord. d'autres, hein, c'est pas exclusif, hein, il y a d'autres algorithmes. Bien sûr, après, on peut toujours vous dire que l'algorithme tel, il est beaucoup plus efficace pour une certaine forme de graphe. C'est-à-dire que si je Ouais, prends un graphe qui, par exemple, où il n'y a pas, je sais pas, sous forme d'arbre ou quelque chose comme ça, on verra les arbres un peu plus tard, bah, peut-être que tel algorithme, il est plus efficace. D'accord? Mais de manière générale, c'est-à-dire de manière générale, les algorithmes les plus utilisés, c'est plutôt Dijkstra et éventuellement Bellman quand on est sûr qu'il n'y a pas de cercle. d'accord. Merci, monsieur. Voilà. Donc la deuxième façon de faire, elle est beaucoup plus simple, c'est je remplace les poids de chaque arc par leur négation. C'est-à-dire que si j'ai des poids positifs, ils deviennent négatifs. Si je descends négatifs, ils deviennent positifs. Et à ce moment-là, quand je cherche le chemin de coût minimal, en fait, je vais obtenir le chemin de coût maximal, tout simplement. Donc si j'inverse le signe des poids, donc l'algorithme, je le laisse tel quel, c'est-à-dire l'algorithme de recherche de chemin de coût minimal. Mais en fait, puisque j'ai inversé le coût, j'ai inversé le poids, donc en fait, je vais obtenir le chemin ou le coût du chemin maximal. Bien sûr, lorsque il s'agit de chercher le chemin de coût maximal, un circuit est dit absorbant s'il est de poids positif, non pas négatif comme là tout à l'heure. Parce que si je cherche le chemin de coût maximal, bien si j'ai un circuit de coût positif, bah, ça veut dire que plus je le parcours et plus j'augmente euh, le coût, si vous voulez. Alors, je vais être content, je vais dire, bah, j'obtiens un coût maximal. Mais le problème, c'est que ce n'est pas borné. C'est-à-dire, si je parcours le circuit une infinité de fois, bah, je vais obtenir un coût qui est à plus l'infini. Et donc, du coup, ce n'est pas intéressant. C'est clair, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce chapitre? Ce chapitre, j'arrête là. Monsieur, Oui? pour la deuxième manière, quand on remplace le poids par la négation, on ne change rien On ne change rien dans l'algorithme. au On change niveau, rien, on prend rien. Tout reste comme il que est, le, que le euh, poids des arcs. que les poids des arcs. Donc, que le poids des arcs et le chemin que j'aurais trouvé comme étant le chemin de poids négatif, enfin de coût minimal, en fait, c'est le chemin de coût maximal. C'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien. Donc voilà pour ce qui est de ce chapitre. Bon, le chapitre suivant, en fait, c'est une application déjà par rapport à ce chapitre-là. Donc, c'est le chapitre concernant l'ordonnancement. Donc, c'est quelque chose qu'en principe, vous allez voir aussi en master, mais d'une autre manière, dans un module qui s'appelle gestion des projets. Donc, le problème d'ordonnancement,
Donc, c'est les problèmes d'ordonnancement. Donc, c'est quoi en fait un problème d'ordonnancement? J'ai un projet qui est constitué d'un ensemble de tâches, d'accord? Et ces tâches, elles sont liées entre elles par une succession par des contraintes de succession, par des contraintes qu'on appelle des contraintes aussi de précédence. Vous, par exemple, vous êtes en L3, vous avez un projet. Ben, c'est un projet. Mais quand je construis un bâtiment, c'est un projet. Quand je fais une autoroute, c'est un projet. Donc vous avez un projet. Ben, votre projet, ben, normalement, il est constitué d'un ensemble de tâches. Ces tâches-là, elles peuvent être euh, énumérées. Bon, d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques d'une tâche. Mais après, quel est le lien entre les différentes tâches? Donc, si on peut énumérer quelques tâches de votre projet, bah, vous avez étude bibliographique, vous avez rédaction du mémoire, vous avez une implémentation. Donc ça, on peut les considérer comme étant des tâches. Maintenant, ces tâches-là, vous pouvez les répartir entre vous, c'est-à-dire vous êtes deux étudiants, vous êtes sur le même projet. Certaines tâches, vous les répartissez, ou certaines tâches, vous dites non, celle-là, c'est moi qui l'ai fait, etc. Donc, vous pouvez répartir ces tâches. Mais il y a certaines tâches, vous ne pouvez pas les faire si vous n'avez pas déjà fait d'autres tâches. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commencer à rédiger si vous n'avez pas fait une étude bibliographique. Mais vous pouvez peut-être rédiger sans avoir fait toute l'étude bibliographique. C'est-à-dire, vous pouvez dire que j'ai fait, par exemple, 50% de mon étude bibliographique. Je peux commencer déjà à faire le chapitre 1 ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez, à la limite, définir des contraintes de précédence en fonction de votre projet ou en fonction de vos tâches. Mais vous ne pouvez pas commencer la peinture si vous n'avez pas construit les murs. Donc, c'est des contraintes qui sont strictes, si vous voulez, mais il y a d'autres contraintes qui sont un peu plus flexibles. Donc, lorsqu'on a toutes ces contraintes, l'objectif d'un projet, l'objectif d'un problème d'ordonnancement, c'est de calculer la durée minimale du projet. Donc, vous avez une durée qui vous est fixée par l'administration, mais si vous terminez le plus tôt possible, ça serait bien. Mais si vous avez un projet qui est une construction d'une autoroute ou, je ne sais pas, construction d'un bâtiment, et même si vous n'avez pas une durée qui est fixée par l'administration, vous pouvez avoir à construire un logiciel. Et ce logiciel, bah, vous devez cadencer un peu de telle manière à ce que vous terminez ce logiciel le plus tôt possible. Et dans le logiciel, vous avez la même chose. Vous devez vous documenter, vous devez faire l'étude de l'existant, vous devez faire des tests, etc. Donc tout ça, c'est des tâches que vous devez faire dans votre projet. Et vous ne pouvez pas commencer les tests si vous n'avez pas terminé votre projet, bien sûr. Les tests, c'est la dernière phase. Mais vous pouvez faire des tests, je sais pas, fonction par fonction, sans avoir terminé tout le projet. Mais à la fin, vous devez faire un test de l'ensemble de tout le projet. Déterminer les dates au plus tôt, les dates de début au plus tôt et au plus tard des tâches. Ben, on va comprendre un peu pourquoi on parle de dates au plus tôt et des dates au plus tard. Et déterminer les tâches critiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les tâches critiques? On va voir ce que ça veut dire. D'accord? Donc, le problème d'ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation des tâches d'un projet compte tenu des contraintes temporelles, délais, contraintes d'enchaînement et de contraintes portant sur la disponibilité de ressources requises afin de minimiser la durée globale du projet. Donc, si vous avez la possibilité de rajouter des ressources pour diminuer le temps, bah, vous rajoutez des ressources. D'accord? D'ailleurs, si vous devez embaucher des personnes pour gagner dans le délai, peut-être qu'il va falloir embaucher d'autres personnes. Donc, vous voyez un peu, donc les histoires de délai, de contraintes d'enchaînement, les contraintes portant là sur les ressources, tout ça peut contribuer à améliorer la durée globale du projet. Donc, le problème d'ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation des tâches d'un projet compte tenu de contraintes temporelles ou de contraintes portant sur la disponibilité de ressources afin de minimiser la durée globale du projet. Donc, il faut donc identifier les tâches, leur durée et les contraintes de succession ou de précédence entre ces tâches, entre ces différentes tâches. Nous ne considérons pas des contraintes liées aux ressources dans ce cours. Les contraintes sont supposées, les ressources, pardon, sont supposées illimitées. Donc, on va pas
dire que, je sais pas, il y a des exclusions mutuelles, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce genre de contraintes. C'est-à-dire que si j'ai une ressource qui doit être partagée par deux tâches, donc elle peut être partagée en exclusion mutuelle. Vous connaissez ça en principe en système. Donc ces deux tâches-là ne peuvent pas se faire en parallèle. De nombreuses méthodes d'ordonnancement peuvent se regrouper en deux grandes familles selon les principes de base qu'elles utilisent. Alors, on distingue deux types. Alors, les méthodes de type diagramme à barre, donc on appelle ça, là, il y a la méthode de Gantt. Donc, on va avoir un petit aperçu là-dessus. Et les méthodes à chemin critique ou potentielle tâche, potentielle étape, on appelle ça les méthodes PERT. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail. Donc, vous voyez un peu la notion de chemin. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des outils, si vous voulez, qu'on a vus en termes de chemin, ou chemin en particulier, le chemin optique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tâche? Donc, une tâche est l'activité élémentaire caractérisée par donc, sa durée, qu'on va noter par DI. Donc, c'est une tâche I. Sa durée, on va la noter DI. Sa date de début, on va la noter TI. Et sa date de fin, bon, on va l'appeler la noter FI. Donc, on a la relation FI va être égale à TI plus DI. C'est évident. Éventuellement, les ressources nécessaires à son accomplissement, mais en général, nous, dans ce cours, on ne va pas tenir compte en fait de ça. Alors, les gens qui font de la recherche, ou les gens peut-être qui font de la recherche opérationnelle, peut-être qu'ils voient un peu plus en détail que nous ces aspects-là. Les tâches sont supposées non préemptives, c'est-à-dire non préemptives, ça veut dire qu'on ne va pas les arrêter pour commencer une autre. Donc, une fois que l'exécution a commencé, elle se poursuit sans interruption jusqu'à la fin. Il existe entre les tâches d'un projet des relations de précédence. J'aurais dû passer la ligne ici. Alors, c'est pas ça, pas ça. Donc, je disais qu'il existe entre les tâches euh, euh, juste une seconde, permettez-moi de m'arrêter 2 secondes. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? J'ai une petite interruption. Allô? Oui, monsieur. Oui, Oui, on je vous parle. entend, monsieur. Très bien. Bon, je reviens à mes slides. Donc, je disais, donc les tâches donc, doivent être caractérisées par leur durée, la date de début, la date de fin, et éventuellement les ressources nécessaires à leur accomplissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il existe entre les tâches d'un projet des relations de précédence, qui signifie par exemple qu'une tâche I ne peut débuter que si une certaine autre tâche J est finie. Donc une telle contrainte peut être représentée par la relation donc TI est supérieur ou égal à TJ plus DJ. Ça veut dire, si vous voyez ça, c'est quoi? C'est la date de fin de la tâche J. Donc quand j'écris ça, ça veut dire que la date de début de I est supérieure ou égale à la date de fin de la tâche J. Donc ça veut dire que
I ou J, si vous voulez, I ne peut commencer que lorsque J est fini. En fait, c'est ça, en fait, l'interprétation de cette inéquation. Bon, bien sûr, cette inéquation peut s'écrire de la même manière, enfin d'une autre façon, c'est TI moins TJ supérieur égal à DJ. Pourquoi je donne cette écriture? C'est parce que, en fait, c'est cette écriture qui va nous servir pour construire un graphe qu'on va associer à un problème d'ordonnancement. Bon, avant de parler de graphe, donc on va voir cette histoire de diagramme de Gantt. Donc, on peut représenter sur le graphique l'avancement des travaux. En effet, on indique par une barre le travail effectivement accompli depuis que la tâche ou les tâches ont commencé. Si on procède ainsi, pour toutes les tâches, on saura à tout moment quel est l'état réel d'avancement du projet. En fait, on peut faire ça. Donc, voilà un exemple de diagramme de Gantt. Donc, si vous avez, par exemple, les tâches A, B, C, D, E, F, avec leurs durées qui sont là, donc la tâche A dure 5 unités de temps, B, elle dure 3 unités, et ainsi de suite. Et j'ai des contraintes, c'est-à-dire que je n'ai pas de contraintes par rapport à A et B et C. Par contre, j'ai la contrainte par rapport à D. D ne peut commencer que lorsque C et B sont achevés, enfin B et C. Ça veut dire que ne peut commencer que lorsque B et C sont terminés. La même chose pour la tâche E, elle ne peut commencer que lorsque B est achevé, et la tâche F, elle ne peut commencer que lorsque A et D est achevé. Donc voilà un peu le style de contrainte qu'on pose. Donc la première partie de mon diagramme, ça va être ça. Donc les A, B et C, elles commencent dès le début du projet en quelque sorte. Par contre, D, elle ne peut commencer que lorsque C et B sont terminés. Et vous voyez que B, elle termine là. Donc si je regarde, j'ai tracé ici des barres en fonction de la durée. C'est-à-dire que d'abord, A et B et C commencent à la date 0. Et A, elle dure 5 unités de temps, donc c'est ce qui est écrit ici. B, elle dure 3 unités et C, elle dure 4 unités. Donc voilà, ici, j'ai la date de fin de chaque tâche aussi. Donc si je dis que D ne peut commencer que lorsque C et B sont achevés, vous êtes d'accord avec moi que D, elle va commencer à quelle date? Donc 4. 4 exactement. Donc 4. c'est ce que je vais avoir ici. Donc D va commencer à la date 4 et comme elle dure 3 unités de temps, donc je vais dessiner une barre avec 3 unités de temps. Donc E ne peut commencer que lorsque B est fini. Donc elle commence à quelle date? 3. 3. Donc voilà, donc j'ai 3 avec 5 unités de temps. Donc vous voyez que E, je l'ai dessiné. Et A, F, elle commence lorsque A et D sont achevés. Donc vous voyez, D, elle est là. Et A, elle est là. Donc F, elle commence à quelle date? 7. 7. 7. Donc voilà, donc elle commence à la date 7. Et ici, F. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Donc qui nous donne un peu une description de, enfin, si vous voulez, sur la planification des différentes tâches en fonction de leur. Donc, un projet qui se respecte, il devrait tracer un diagramme au moins comme celui-ci pour définir un peu les durées des tâches, les contraintes de précédence, et on voit à peu près, on voit de manière claire, en quelque sorte, quand est-ce que ces tâches elles vont se terminer. Donc, si vous avez un chantier et que vous voulez faire les choses de manière un peu sérieuse, vous tracez ce genre de choses. Il m'est arrivé de trouver ça à l'entrée d'un bâtiment à l'étranger, dans lequel il y avait un diagramme de Gantt dans le hall d'un bâtiment d'habitation, dans lequel on devait faire certaines opérations euh, comment dirais-je, de restauration, c'est-à-dire il y avait des choses sur lesquelles qu'on devait rénover. Et donc, ils ont mis un diagramme comme ça parce qu'ils devaient rénover la plomberie, je sais pas, de l'électricité, des fenêtres, etc. Donc, j'avais trouvé un planning comme celui-là. Je l'ai pris en photo, mais bon, si j'ai le temps, je vais partager avec vous la photo.
Bon, la photo, je l'avais prise, donc c'était pas très très clair. On voit pas bien euh, les tâches, mais on voit bien le diagramme. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport au diagramme. Je sais pas s'il nous reste un peu de temps. Il nous reste encore, ça va. Donc, une autre façon de faire, et c'est ce qui nous intéresse le plus, nous, parce qu'on fait un module de théorie des graphes, donc c'est comment modéliser, si vous voulez, un projet. Donc, un projet composé d'un ensemble de tâches liées entre elles par des contraintes de précédence par un graphe. Donc, ça, c'est relativement facile. Donc, on peut représenter un problème d'ordonnancement simple par un graphe orienté. Donc, G égale à XU. Chacun des sommets de X représente une tâche. Donc, on aura en fait pour chaque tâche un sommet. Les arcs U représentent les contraintes de potentiel ou de précédence en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura un arc U qui relie la tâche ou le sommet I au sommet J s'il existe une contrainte de type TJ moins TI inférieur ou égal à A de IJ. Donc ça peut être par exemple la durée. Donc on avait vu tout à l'heure quelque chose de semblable et je vous ai dit cette équation, je l'ai écrite exprès parce qu'on va l'utiliser lorsqu'on va représenter le problème d'ordonnancement par un graphe. Donc vous voyez quand j'ai TJ moins TI inférieur ou égal à quelque chose, je vais avoir un arc qui va relier I vers J. Attention, hein, c'est I vers J. Et le poids associé à cet arc, ça va être tout simplement AIJ. Donc si j'ai une contrainte de ce style, TJ moins TI inférieur ou égal, ça c'est important, hein, inférieur ou égal. Ça ne doit pas être supérieur ou égal, et ça ne doit pas être égal. Ça doit être inférieur ou égal à A de IJ. Si j'ai supérieur ou égal, bah, je dois multiplier le tout par moins 1 pour avoir inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'il faut que je, je transforme mon inégalité en inférieur ou égal à AIJ, donc pour avoir donc un arc qui va relier I vers J avec le poids AIJ. Donc ça me permet de représenter, si vous voulez, mon problème d'ordonnancement. Mais c'est pas tout. On doit ajouter deux sommets qu'on va appeler alpha et oméga, qui représentent des tâches fictives. L'une va représenter en quelque sorte le début et l'autre la fin du projet. Donc on va avoir deux tâches alpha, deux tâches fictives, et donc deux sommets aussi, alpha et oméga. Donc alpha, ça va être le début du projet, et oméga, ça va être la fin du projet. Donc si on veut prendre l'exemple de tout à l'heure, donc c'est exactement le même. Donc vous avez ici 5 tâches. Donc on va avoir 5 sommets plus les sommets alpha et oméga. Donc 7 sommets au total. Et on va avoir des arcs lorsqu'on a des contraintes. Donc avant de tracer le graphe, on va essayer de réécrire les contraintes qui sont là. Donc j'ai mis du bleu, du rouge et du vert. Donc initialement, j'ai toutes les tâches, elles doivent, ou en particulier si vous voulez, les tâches A et B et C, elles commencent à la date T alpha ou T alpha qui est égal à 0. Donc je vais écrire TA moins T alpha supérieur ou égal à 0, TB moins T alpha supérieur ou égal à 0, TC moins T alpha supérieur ou égal à 0. Et je vais avoir donc des arcs qui vont relier alpha vers A, vers B, vers C. Parce que ces tâches-là, elles ne sont liées à aucune, elles ne sont pas liées par des contraintes de précédence à d'autres tâches. C'est-à-dire qu'elles peuvent commencer dès le début du projet. Donc je mets ça. Ensuite, j'ai D ne peut commencer que lorsque C et B sont achevés. Ça veut dire que TD pardon, moins TB est supérieur ou égal à 3. Donc le 3, c'est celui-là. Et TD moins TC est supérieur ou égal à 4. Donc le 4, c'est celui-là. En fait, peut-être que j'ai sauté une étape ici, mais j'aurais dû écrire que TD, la date de début de D, puisqu'elle doit commencer lorsque C est achevé, donc elle est supérieure à TC plus la durée de C, plutôt TA, hein, pardon, TC, oui, TC, plus la durée de C. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais dû écrire TD supérieur ou égal à TC plus 4. Bon, j'ai abrégé, donc j'ai été directement vers ça. Et donc ça me donne
deux arcs, donc un de B vers D, donc avec le poids 3, et un autre de C vers D avec le poids 4. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. L'autre contrainte, c'est celle qui est en rouge. Donc, E ne peut commencer que lorsque B est achevé. Donc, ça veut dire que TE est supérieur ou égal à TB plus la durée de B qui est 3. Donc, TE est supérieur ou égal à TB plus 3. Bon, je l'ai réécrit autrement. Donc, TE moins TB est supérieur ou égal à 3. Donc, ça me donne la tâche E que je relie par un arc vers la tâche B avec l'arc rouge. Monsieur, Et, oui, TB, c'est le début de B. La date de oui, début. c'est ça, D'accord. c'est ça. C'est ce que j'avais donné, c'est des notations que j'avais données tout au début, hein. Et en dernier, donc j'ai les deux contraintes relatives à F. Donc F ne peut commencer que lorsque A est fini et D est fini. Donc TF moins TA supérieur à 5 et TF moins TD supérieur à égal à 3. Ben, ça, c'est la durée de A et ça, c'est la durée de D. Donc je vais avoir les deux arcs qui sont ici. Maintenant, comment je dois faire tout ça? Donc, tout ça va être relié encore à oméga. En fait, les tâches qui n'ont pas de successeur, c'est-à-dire F et E, n'ont pas de successeur, je vais les relier tout simplement à oméga avec leur durée. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'aurais pu écrire ici que T oméga, c'est-à-dire la date de fin du projet, est supérieure ou égale à la date de fin de toutes les tâches. Mais je n'ai pas besoin de réécrire par rapport à toutes les tâches. Celles qui m'intéressent, c'est celles qui n'ont pas de prédécesseur. Donc, je peux dire que T oméga est supérieur ou égal à TF plus 3 et supérieur ou égal à TE plus 5. Donc, ici, vous avez F et sa durée, F et sa durée, et ici E et sa durée, je les relie à oméga. Donc voilà le graphe qu'on appelle le graphe potentiel tâche. C'est clair? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc comme ça, on a obtenu, si vous voulez, le graphe potentiel tâche. Euh, Donc, comment, à votre avis, on pourrait obtenir la durée du projet en fonction de tout ça? C'est-à-dire la durée du projet, ça va être en quelque sorte quelque chose qui va relier alpha et oméga. Ça, c'est le début du projet, ça, c'est la fin du projet. Donc, la question qu'on se pose, quelle est la date ou quelle est la durée du projet? Comment je peux trouver cette durée? Allez, je vous pose la question, si vous me répondez. On cherche. Bon, la durée minimale, hein, du projet. Le poids du chemin allant de alpha à oméga. On cherche le plus long entre alpha et oméga. Pourquoi le plus long? Cherche la durée minimale. Le plus court. Plus Ah, oui, le plus court ou le plus long? Le plus court. Le plus long. Oui, Le oui, plus long, voilà. parce on cherche les tâches qui vont prendre le temps le plus, enfin, qui vont nous consommer le plus de temps. Ouais. En fait, oui, c'est le plus lent, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on va voir que l'équation qu'on va écrire ici, par exemple, si la date par rapport à B, par exemple, hein. Donc, quand est-ce qu'elle va commencer? C'est quand D va commencer lorsque B et C auront fini toutes les deux. Donc, en fait, ça correspondra au maximum, n'est-ce pas? Donc, en fait, cette écriture, elle va s'écrire comme ça. C'est maximiser, en fait, voilà, c'est maximiser en quelque sorte TJ plus VGI. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir la date de début, la date minimale, la date au plus tôt de D va être la date de B ou la date de C, plus 3, plus 4, mais celle qui terminera au plus tard, n'est-ce pas? Donc c'est le maximum entre TB plus 3 et TC plus 4. Donc comme je cherche le maximum, en fait, je reviens un peu à l'équation de Bellman, mais dans l'équation de Bellman, on avait min. Ben, comme ici ça devient max, en fait, ce n'est autre que la recherche du chemin le plus de coût maximal. Donc, J'ai effectivement, pas compris. Me femme, tu as le plus long. oui, je répète. Donc, si je cherche la date au plus tôt,
la date de début au plus tôt de D, la tâche D. D'accord? Je vais dire que TD va être égal au max de TB plus 3 et TC plus 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, jusque-là, oui. Parce qu'il faut que la dernière est terminée. Je ne peux pas commencer si l'une des deux n'a pas encore fini. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on on a eu le diagramme de Gantt ici. D a commencé devait commencer lorsque B et C sont achevés. Mais j'ai commencé lorsque la dernière entre les deux a terminé. Donc on a commencé ici. On n'a pas commencé ici. Donc on a commencé au maximum des deux. D'accord? Donc ici, j'écris que TD est supérieur ou égal, ou sinon égal au maximum entre TB et TC. Mais la même chose aussi, je vais l'écrire pour TB. La même chose aussi pour TC. C'est la même chose aussi pour TF. TF, par exemple, ça va être le maximum entre TA plus 5 et TD plus 3. Donc vous voyez que, en fait, je suis en train d'écrire l'équation de Bellman, mais l'équation de Bellman, quand on l'avait vue, c'était min 2. Et là, c'est max. Donc, quand on change les min par max, bah, min, c'est pour recherche le chemin de coût minimal et max pour la recherche du chemin de coût maximal. Ça, c'est la preuve théorique, si vous voulez. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Ça, c'est la preuve théorique. Mais sinon, vous avez un chemin qui est de 9 et un autre chemin de 8 et un autre chemin de 10. Donc, forcément, le projet, il va pas tenir 8. Hein. C'est-à-dire, vous avez un chemin de 8, mais vous avez un autre chemin qui est de 10. Mais malheureusement, celui-là, la fin de projet, c'est la fin de F et la fin de E. Mais je ne sais pas lequel des deux qui se termine le dernier. Mais la fin de F, c'est quoi? C'est le début de F plus 3 et la fin de E, c'est le début de E plus 5. Donc je vais chercher quand est-ce que c'est la fin de F? Ben, la fin de F, c'est plutôt le début de F, c'est quoi? C'est la fin de A plus 5 ou la fin de D plus 3. Mais je vais chercher le maximum des deux. D'accord? Et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu quand je reviens en arrière, donc je suis obligé de chercher le maximum. Donc finalement, je vais chercher en quelque sorte le chemin le plus long. Donc voilà un peu comment déterminer la durée du projet. Bon, la résolution d'un problème d'ordonnancement revient à déterminer le calendrier optimal du projet qui consiste en deux choses. Donc la durée minimale du projet qui correspond à la date au plus tôt de fin du projet, la durée minimale, la date au plus tôt, mais malgré ça, on va chercher le chemin de coût maximal et les dates au plus tôt de début de chaque tâche. Donc, quand je dois résoudre, donc on me demande de résoudre un problème d'ordonnancement, je dois déterminer ces deux choses-là. Mais en fait, ça, c'est une chose, mais ça, c'est plusieurs choses. Ça, c'est la durée minimale du projet et la date au plus tôt de chaque tâche. D'accord? Donc, résoudre un problème d'ordonnancement revient à déterminer la durée minimale du projet et la date au plus tôt de chaque tâche. Bon, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on reviendra un peu sur ces problèmes-là et on va dérouler un exemple. Je m'arrête là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair, monsieur. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, merci, monsieur. Très bien, très bien. Donc à la prochaine. À la prochaine alors. D'accord. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, En merci. principe, la prochaine fois, ce sera en présentiel. Normalement, oui, mais on n'a pas encore reçu l'emploi du temps. Nous non plus. On Ok. attend. Allez, à bientôt alors. Merci, monsieur. Au revoir.